Et on se retrouve, les amis, pour le 384e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, pour ceux qui nous découvrent, le Coup Tordu est un podcast de vélo, un podcast de cyclisme, un podcast de passionnés pour les passionnés. Le Coup Tordu, c'est sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, l'intégralité des plateformes. D'ailleurs, quand vous avez quelques secondes, n'hésitez pas à aller nous mettre du 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, on prend, ça permet de faire avancer le podcast, de mieux le référencer. Et puis c'est présent également sur YouTube. Alors vous avez que la version audio, il n'y a pas nos tronches sur YouTube, mais vous avez également le podcast sur la chaîne YouTube du Coup Tordu, et vous pouvez également appuyer sur les petites cloches pour avoir les podcasts en exclusivité, parce que quand on envoie les podcasts sur YouTube, ça arrive quelques minutes avant les plateformes de podcast. Je vous retrouve en solo pour un 384e épisode du Coup Tordu. On va parler un petit peu des championnats d'Europe, même beaucoup des championnats d'Europe de cyclisme qui ont lieu ce week-end en France. Pas de bête précisément pour ces championnats d'Europe, mais on va faire un petit prélude, une petite introduction, et puis surtout on se retrouve pour la preview du Tour du Munster qui a lieu ce vendredi 3 octobre 2025. On parlera aussi un tout petit peu du Giro dell'Emilia qui aura lieu ce week-end, mais enfin le Tour du Munster, sachez que ça fait partie de ces nouvelles épreuves qui sont autorisées en France, autorisées au Paris bien évidemment. Alors je rappelle bien sûr que jouer avec excès comporte des risques, Dans le lien d'épisode, je vous ai mis le numéro de téléphone de Joueur Info Service, et dans le Coup Tordu, que ce soit Thibaut et Enzo que vous retrouvez régulièrement avec moi dans le podcast, on n'est rien ni personne pour vous dire de mettre de l'argent. D'ailleurs, on ne vous dit pas de mettre de l'argent, Vous pouvez jouer en fantasy, vous pouvez chercher à savoir qui sera le vainqueur sans mettre d'argent. C'est précisément ce que fait Enzo. Enzo ne fait pas de paris sportif, Enzo alias Phoenix. Et pour celles et ceux qui jouent, faites-le avec la plus extrême prudence. Faites du management de bankroll, soyez hyper rigide, hyper carré sur votre gestion, et bien évidemment, jouer avec excès comporte des risques. Donc on va parler dans cet épisode du Tour du Munster, qui fait partie de ces nouvelles épreuves qui sont autorisées en France. Mais juste avant, on va revenir sur ce qui s'est passé dans le dernier épisode, et on va se faire un petit tour de l'actualité vélo. Alors déjà, je vais suivre un conseil que un auditeur du podcast m'a donné. Il m'a dit: tu devrais écouter ton podcast. Et je me suis dit, en fait, il est pas con. Voilà, je l'embrasse, le camarade sur X, sur Twitter, parce que dans le dernier épisode du podcast, alors bon, on était parti, je vous avais donné en bête le top 3 de Joshua Tarling, il le rate à 2 secondes près, mais je vous avais fait quand même un gros pavé dans le pavé. Alors effectivement, on avait parlé de plein de coureurs, mais j'avais quand même mis l'accent sur un certain Niklas Larsen, que j'avais trouvé très très bon sur le Tour du Danemark, qui avait fini 4e dans les mêmes temps que Mats Pedersen, avec le matos de son équipe de 3e division danoise. Donc lui, il m'avait un petit peu, si vous voulez, tapé dans l'œil, pas que à moi, parce que l'équipe TDT Unibet, donc qui évolue en Pro Team au 2e échelon mondial, s'est empressé de le recruter après le Tour du Danemark. Donc voilà, je vous parle de ce Niklas Larsen. Sur mon analyse, il y en a certains qui ont été chopés Niklas Larsen en bête. Le top 3, il était à 50 quand même. Donc sans peut-être aller jusqu'au top 3, on avait peut-être un top 10 assez sympathique, voire un top 6 sympa à gratter. Donc en fait, le problème, j'en ai parlé avec Benoît Tréanton d'ailleurs, Benoît qui reprend ses activités actuellement sur les réseaux sociaux. Vous le retrouvez notamment sur sa chaîne YouTube. Benoît, ce qu'il m'a dit, c'est aussi très souvent, et c'est un conseil que je vous donne, c'est aussi très souvent dans le betting, il faut savoir s'écouter. Moi, c'est un peu mon gros défaut cette année. C'est arrivé plusieurs fois, je ne m'écoute pas. C'est-à-dire, je vous sors une analyse, je vous sors un truc, et en fait je mets pas le bet qui va avec l'analyse que je vous ai sorti. Donc ça, vraiment, va falloir aussi que j'arrive à corriger ça. Je suis là aussi pour vous faire partager un petit peu tout ça, mes ressentis, qu'on en discute tous ensemble, mais je ne m'écoute pas. Donc c'est aussi un conseil, c'est de temps en temps, il faut aussi savoir se faire confiance, et il faut aussi savoir s'écouter. Je reviens sur également un deuxième sujet, parce que vous avez pas mal réagi, J'ai fait une petite sortie dans le dernier épisode avec Enzo, on en a parlé sur le fait que Arkea allait probablement, sauf miracle, 15 octobre, c'est vraiment l'échéance finale. J'ai encore vu une interview d'Emmanuel Hubert ce matin. 15 octobre, l'échéance finale, donc échéance finale, donc ils peuvent pas déposer pour l'instant de dossier à l'UCI parce qu'il n'y a pas de repreneur pour l'équipe Arkea pour la saison 2026. Et j'ai eu plusieurs retours sur les réseaux sociaux, notamment j'embrasse Michel, auditeur du podcast du Coup Tordu, qui m'a laissé un petit message. Alors effectivement, dans le Coup Tordu, on a le droit de pas être d'accord. On est venu un petit peu m'expliquer, mais il n'y a pas eu
eu que Michel, hein. Il y a eu plusieurs retours pour me dire qu'aujourd'hui, voilà, les directeurs marketing étaient pas des abrutis, qu'aujourd'hui tout était calculé, tout était mesuré, et que si certains investisseurs n'allaient pas dans le vélo, c'est tout simplement qu'il y avait des risques trop importants, et que je me laissais emballer un petit peu par ma passion pour le vélo en expliquant dans le dernier épisode, j'avais expliqué que je ne comprenais pas pourquoi des investisseurs ne mettaient pas l'argent sur la table pour reprendre Arkea, sachant que c'était une wildcard directe pour le Tour de France et que le Tour de France était une exposition mondiale qu'on peut retrouver nulle part ailleurs. Donc on est venu m'expliquer que c'était pas aussi simple que ça, que les gros entrepreneurs, les directeurs marketing étaient pas forcément des abrutis. Alors j'entends tous ces arguments-là. J'entends aussi qu'on m'a fait aussi la réflexion me disant attends Vincent, tu réfléchis trop sur des modèles à l'ancienne, les exemples que tu donnes, c'était il y a 20, il y a 30, il y a 40 ans. C'est vrai que là où il y a un argument que j'entends, c'est imaginez-vous le scandale Festina en 2025. C'est-à-dire qu'on a le scandale Festina en 98. Imaginez-vous le scandale Festina à l'époque des réseaux sociaux. Je pense que voilà, les marques font aussi hyper gaffe à ça, c'est-à-dire que on cherche absolument à éviter les bad buzz sur les réseaux sociaux. Mais des fois, c'est le pire, c'est que des fois les bad buzz sur les réseaux sociaux, c'est 150 personnes. C'est Laurent Ruquier qui expliquait quand il avait pris la place de Philippe Bouvard sur RTL. Il avait 150 personnes qui étaient sur sa tronche et 150 personnes sur les réseaux sociaux. Parfois, on a l'impression que c'est la France entière. Alors après, c'est vrai que c'est grossi par des algorithmes. On peut aussi avoir des armées de bots. Mais voilà, ce qui se passe chez Elon Musk sur X n'est pas forcément la vie réelle. Et d'ailleurs, Laurent Ruquier, quand il a pris les grosses têtes sur RTL, pendant quelques semaines, il s'est pris des armées de trolls qui défendaient Philippe Bouvard. Et à la fin, il a fait des scores meilleurs que Philippe Bouvard. Donc tout ça, ce que je veux dire, c'est que les entreprises font gaffe. Effectivement, une entreprise pourrait pas se prendre un bad buzz aujourd'hui, mais bon, je pense malgré tout qu'en 2025, au niveau des équipes et surtout au niveau des équipes françaises, je veux dire, à ce niveau-là, on monte quand même pas de blanche. Donc je pense pas que ça soit un problème et quelque chose véritablement qui stresse les annonceurs d'avoir un scandale comme il y a pu avoir il y a 25 ans. Je pense que tout le monde a compris, au moins au niveau des équipes françaises et au niveau de la plupart des équipes du peloton, qu'on était totalement sortis de ça. Donc je pense pas que ça soit le frein principal. Moi, je retire pas une phrase, je retire pas un mot de ce que je vous ai dit dans le dernier podcast. Je vais approfondir un tout petit peu. Je trouve qu'en 2025, on manque d'instinct, ça manque d'instinct, et je le dis clairement, ça manque de couilles. Voilà, je le dis. Regardez par exemple, je sais pas, je reviens encore une fois sur des modèles à l'ancienne, mais quand Canal+ a investi dans le Paris Saint-Germain, ça s'est passé en quelques secondes. Il y avait Pierre Lescure, Charles Billetterie sur un coin de table. Ils se sont regardés. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, on y va. La décision, elle était prise. Il n'y avait pas de directeur marketing. Il n'y avait pas d'algorithme. Attends, on fait ci, on fait ça. Sur des temps, on va dire, beaucoup plus récents, remettez l'interview qu'a faite Robin avec Pierre Rolland. D'ailleurs, Robin qui, pour moi, a fait les deux interviews de l'année. Celle de Thomas Vauclair pour Wina et celle de Pierre Rolland. Quand Pierre Rolland explique la manière dont Jean-René Bernaudot réussit à sauver l'équipe B-Box Bouygues Télécom qui devient Europcar, ça s'est passé, allez réécouter l'interview, mettez-la sur YouTube, ça s'est passé de manière totalement hallucinante, et c'est un peu ce qui manque, et c'est un peu ce qui nous manque dans ce monde qui est hyper voilà, des algorithmes, des IA, des trucs, ça manque des mecs qui ont de l'instinct, et je vous jure qu'avec de l'instinct, et en plus en utilisant les outils d'aujourd'hui, mais il y a un truc qui est démentiel à faire. Vous avez l'équipe masculine, vous avez l'équipe féminine, mais ok, Emmanuel Hubert l'a consenti par lui-même. Ses têtes d'affiche ont déjà signé ailleurs. Mais c'est pas grave, tu remets une pièce dans la machine, tu repars avec les mecs que tu as, il y a toujours, on en parle tous les ans avec Thibaut et Enzo, il y a toujours des coups à faire, même assez tardifs dans le mercato, et tu repars sur un nouveau projet. Je vous donne un autre exemple, hein. Regardez le prix du spot publicitaire sur TF1. Est-ce que vous préférez filer votre fric à TF1 ou mettre de l'argent dans le vélo? Aujourd'hui, les annonceurs, les gros annonceurs, ils ont envie d'être partout sauf dans des écrans pubs. Les gens ne regardent pas les écrans pubs. Ils s'en foutent des écrans pubs. Qui regarde la pub sur TF1 aujourd'hui en 2025? Personne. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des entrepreneurs qui montent des podcasts tout simplement pour raconter leur histoire. Regardez un mec comme Anthony Bourbon, lui, il est hyper intelligent. Hein. Lui, il prend pas pour son entreprise qui s'appelle Blast, il prend pas des spots de publicité sur TF1. Ou alors, je suis pas au
courant, hein. C'est vrai que je regarde pas beaucoup TF1. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans des podcasts, il va se faire interviewer, un coup par Guillaume Play et un coup par un autre. Et puis il sort ses punchlines, il est là, il raconte, il fait vivre son histoire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait la promo et il fait la publicité de son entreprise. Et c'est gratos. Donc là, dans le vélo, évidemment, c'est pas gratos, c'est payant, mais les gens ont envie qu'on leur raconte une autre histoire que du spot publicitaire traditionnel pour la ménagère de moins de 50 ans avec Denis Brognard de Koh-Lanta, avec je sais pas qui, Nico Aliagas. C'est mort, tout ça, c'est fini, c'est terminé. Donc voilà, le vélo, c'est à la fois traditionnel et à la fois moderne, parce que vous avez le modèle des équipes qui passent à la télé, qui sont regardées par des millions et des millions de téléspectateurs et qui peuvent écrire une belle histoire. Et en plus, vous avez aussi la puissance des réseaux sociaux avec les coureurs qui sont suivis, les coureuses également, on n'en parle pas souvent, mais les coureuses du Tour de France qui ont de grosses communautés également sur les réseaux, et il y a moyen de faire un truc génial. Voilà, les directeurs marketing devraient réfléchir à ça, comment on optimise le truc avec tous les outils qu'on a à disposition aujourd'hui. Je fais un big up d'ailleurs à Michael Amand. Alors lui, c'est un autre niveau, hein. Ils vont démarrer en pro team, mais l'équipe Ma Petite Entreprise, on avait reçu Michael Amand dans le podcast. Ça prend forme, ça voit le jour, et avec plein d'annonceurs qui n'ont pas évidemment les moyens de mettre 20 millions d'euros, mais qui viennent dans le projet avec leurs moyens, et ils ont compris l'intérêt de ça. Et je sais encore à l'heure qu'il est, au moment où j'enregistre le podcast, le 2 octobre, je sais qu'il y a des mecs qui ont les moyens, et pour moi, ils laissent passer une occasion de ouf, mais de ouf, d'arriver sur le Tour de France. Pour moi, je le redis, je trouve ça complètement aberrant, et je trouve ça complètement dingue. Une petite bascule. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec moi, hein, mais puis je veux dire, nous, en tant que fans de cyclisme, je veux dire, si on n'y croit pas et si on porte pas le truc, hein, moi, à mon tout petit niveau dans le coup tordu, je veux dire qui le fera. Je veux dire, voilà, si des fans de vélo commencent à arriver en disant ouais, les mecs, ils ont raison de pas investir, ça sert à rien. L'histoire, elle est morte, quoi. Je veux dire, on remballe, on plie le game, c'est terminé. Si nous, suiveurs sur les réseaux, voilà, je considère que voilà, le coup tordu, c'est un réseau comme un autre, mais voilà, même si on a 10, même si on a 15, même si on a 20 followers, tout est important. Voilà, je veux dire, si nous, on pousse pas dans ce sens-là, je veux dire, qui le fera? Allez, on enchaîne avec les championnats d'Europe. Alors, je sais pas encore si je vais vous faire une preview pour les championnats d'Europe. Voilà, ça dépendra un petit peu de mon planning ce week-end. J'espère aussi vous faire un petit truc. Alors, je voulais vous faire une preview aussi ce soir pour le Giro dell'Emilia, mais les start list sont pas encore totalement complètes. Donc, j'espère vous faire un petit épisode demain soir pour le Giro dell'Emilia qui m'inspire énormément. Et si on vous fait une preview, voilà, peut-être qu'il y aura Thibaut, peut-être qu'il y aura Enzo, je sais pas encore, mais si on vous fait une preview pour les championnats d'Europe, voilà, s'ils sont dispo, si je suis dispo, ça sera samedi soir, probablement assez tard dans la soirée. J'aime bien regarder les courses espoirs, les courses féminines, pour me faire une véritable idée du parcours. Donc s'il y a une preview, c'est pas sûr à 100%, mais s'il y a une preview pour les championnats d'Europe, ça sera samedi soir assez tard. Moi, ce que je peux vous dire, alors on n'a pas encore la totalité des start list pour ces championnats d'Europe, bien évidemment. J'ai pas regardé les cotes. Pogacar en ultra méga favori. Moi, je me pose la question et je me demande, mais que vient foutre Jonas Vingegaard dans cette histoire? Parce que Jonas Vingegaard est annoncé pour l'équipe du Danemark. Alors stratégiquement, ça pose quand même pas mal de questions. Déjà, est-ce que les autres coureurs du Danemark vont prêter allégeance à Jonas Vingegaard? C'est vrai qu'il arrive avec absolument... Il y a pas d'équipier de la Visma. Alors un mec comme Ramsus Pedersen, qui courait à Nantes il y a quelques années, Anthony Ravard nous en avait parlé dans le podcast, j'ai aucun doute sur la loyauté de ce mec-là. C'est un coureur qui est excellent, qui est chez Decathlon et qui adore courir pour les autres. Hein. Ça, il adore mettre la main à la pâte. Il paraît que c'est un très très bon mec, donc lui, j'ai aucun souci. Maintenant, est-ce que Mats Pedersen va mettre la main à la pâte pour Jonas Vingegaard? Quels sont les rapports entre Mats Pedersen et Jonas Vingegaard? Je vous avoue que j'en sais absolument rien. Et est-ce que Skelmose va courir pour Jonas Vingegaard? Ou est-ce qu'on vient avec deux cartes? Ce qui, après tout, n'est pas ridicule. Moi, je pense que j'ai un petit peu la clé de l'équation, si vous voulez. Alors, on va encore me prendre pour un malade, hein, mais à première vue, voilà ce que je pense sur la course. C'est que déjà, pour dimanche, on a quand même un putain de vent de face qui est annoncé sur le couloir rhodanien. Mais vraiment un énorme vent de face. Sur une grosse partie du parcours. Après, on va reprendre du vent de dos dans le final. Enfin bon, voilà. Mais il y a quand même 80% de la course
qui va s'effectuer vent de face, vent 3/4 face. Ce qui veut dire que quand on va arriver sur la partie finale du parcours, au moment où on va reprendre des portions vent d'eau, on va dire un petit peu sur la partie circuit du parcours, tout le monde va arriver frais. Parce que quand vous roulez dans un peloton vent de face et que vous êtes dans les roues, vous êtes à l'abri, vous avez l'impression de pas pédaler en fait. Là vous êtes easy. Donc je pense que le temps d'effort va véritablement être complètement réduit et que finalement la course va se dérouler sur le circuit final. Donc avec le vent de face, ça va être complètement impossible d'envisager des moves comme on avait envisagé éventuellement sur le circuit de Kigali, des moves qui finalement n'ont pas eu lieu. Alors c'est vrai que si on prend la côte qui va être décisive, la fameuse côte du Val d'Enfer avec ses 1,6%, c'est 1,6 km à quasiment 10% de moyenne, c'est une ascension qui est parfaite pour Tadej Pogačar. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, quel Jonas Vingegaard on va avoir ? Je rappelle que sur le dernier Tour de France, sur ce type d'ascension, ce qu'on a vu sur l'étape de Rouen, ce qu'on a vu également du côté de Boulogne-sur-Mer, on l'a vu également dans Mur de Bretagne, sur ce type de talus assez court, Tadej Pogačar n'a pas réussi à prendre 1 mètre. On l'a vu aussi sur le dernier Dauphiné à Jonas Vingegaard. Là où il a réussi à faire des différences, Poggi, c'est sur des ascensions beaucoup plus longues. Donc si on se retrouve avec un Jonas Vingegaard au niveau du dernier Tour de France, Vingegaard qui a amélioré son punch, moi j'aimerais bien qu'on voit Vingegaard sur la Flèche Wallonne. Vu comment il a amélioré ses performances en punch et au niveau des efforts lactiques, ce qui n'était pas forcément son point fort il y a 2-3 ans. Vu la manière dont il s'est amélioré, moi je pense que sur la côte du Val d'Enfer, Vingegaard peut tenir le coup. Il peut tenir le coup. Il va pas taper Pogačar, mais s'il y a un mec dans le monde qui peut s'accrocher au basque de Tadej Pogačar dans le Val d'Enfer, c'est Jonas Vingegaard. Et résultat, si on arrive en bas du Val d'Enfer, d'accord ? Donc en bas de l'ascension, il doit rester 3 km. 3-4 km à peu près, qu'est-ce qui se passe en bas ? Est-ce que Vingegaard il va aller rouler avec Pogačar ? Si en plus il a Skelmose qui est dans un groupe derrière, sachant que Skelmose, 3 km en bas de la descente, sachant que Skelmose en plus a déjà battu au sprint Pogačar sur l'Amstel. Moi, rappelez-vous, Pogačar, comment il l'a joué contre Vingegaard sur le dernier Tour de France. À partir du moment où il avait course quasi gagnée, sur les derniers jours, il cherchait pas à gagner les étapes, il cherchait à faire perdre Vingegaard. Voilà, il s'est amusé à le faire perdre et il s'est amusé avec lui après l'étape du Ventoux, il s'est amusé avec lui pendant 10 jours quasiment. Est-ce que Vingegaard, il a envie de faire deuxième et de se faire taper au sprint par Pogačar ? Alors je dis pas qu'au sprint il a zéro chance, il a aussi amélioré son sprint, Jonas Vingegaard. Il a aussi amélioré son sprint. Mais si Skelmose est dans un groupe juste derrière, il va lui soucier la roue et puis les deux ils vont s'enterrer. Et moi je pense, pour moi c'est la clé de l'équation. C'est que je pense que Vingegaard n'est pas spécialement sur ces championnats d'Europe pour battre Tadej Pogačar, mais pour faire perdre Tadej Pogačar. C'est-à-dire que si on lui dit Mathias Skelmose est champion d'Europe, je pense que Vingegaard il signe tout de suite. Donc je pense qu'il est là pour lui péter les burnes. Voilà, c'est mon analyse. Alors après on en reparlera probablement samedi soir dans le podcast. Faut encore que la météo se confirme. Au moment où j'enregistre le podcast, on est à J-3 de la course. On n'a pas encore toutes les start lists. La start list du Danemark est pas confirmée. Donc voilà, ça c'est mon ressenti à J-3. Ça se trouve, je vais arriver samedi soir dans le podcast. Je vais vous dire, écoutez les gars, j'ai réfléchi pendant le week-end. On part sur Pogačar en mettant de bankroll parce que je vois pas comment il peut être battu. Mais voilà, mon ressenti à J-3 de la course, c'est ça. On bascule sur la preview du Tour du Munster. Donc je le redis, une de ces fameuses courses désormais autorisées au Paris et en France. Il y a une quarantaine d'épreuves qui sont autorisées en plus. Alors cette course, elle est vraiment intéressante. Alors le parcours évolue chaque année et en 2023, je comprends pas pourquoi ils ont pas d'ailleurs gardé le parcours de 2023. En 2023, on avait eu une course, mais alors une course de dingue. Alors le parcours avait rien à voir, on avait un temps mais qui était abominable, ça avait été une des plus belles courses de la saison. On avait une échappée matinale qui était partie, puis à l'époque on avait les Visma qui étaient mais vraiment ultra méga forts, qui avaient tenté un coup d'ailleurs avec Christophe Laporte, un coup qui était parti assez tôt et finalement on avait eu une échappée de 30-40 coureurs. On avait Roulian Borek notamment de la Rambeu qui était dans l'échappée matinale, qui avait réussi un petit peu à accrocher le bon wagon et on avait eu une grosse échappée, un gros groupe qui
s'était détaché, on va dire assez tôt. On avait du Teutenberg dans l'échappée, voilà, on avait du Edward Planckaert, enfin du Nils Seekhoff, on avait eu un gros groupe, Mats Pedersen également qui était dans l'histoire, et la Visma avait réussi à partir, on va dire, dans les parties avec des monts. Ça ressemblait un peu à une Flandrienne, une sorte de GPE3 qui se terminait sur une grosse partie de plat. On avait quand même 60 bornes de plat pour rallier l'arrivée, donc c'est un coup qui était parti très très tôt, et nous c'est ce qu'on aime aussi, hein, voilà, parce que forcément ça fait du spectacle. Donc il y avait des monts au milieu du parcours, et puis il faisait très très mauvais. Donc les Visma avaient réussi à rester en supériorité numérique, et Hageness avait réussi à surprendre le peloton. Les Visma avaient réussi à mettre leur supériorité numérique à profit, et Hageness avait déjoué, on va dire, ce qui restait du peloton. Et à la deuxième et troisième place, on avait Callum Groves et on avait Mats Pedersen, et je me rappelle ce jour-là, il y avait eu un travail mais monumental de Christophe Laporte. L'an dernier, ils ont un petit peu modifié le parcours, je sais pas pourquoi, il y avait quand même quelques talus où on pouvait faire des choses. Je me rappelle que Thibaut avait commenté la course d'ailleurs avec Théo Barbet-Duquil sur l'équipe, c'était, et bon bah là ce jour-là, il y avait quasiment pas de vent, ils avaient modifié le parcours, et puis bon bah clairement on a eu une purge, hein. Il s'est rien passé pendant 4 heures. Ça a été ce qui s'appelle une classique somnifère. Alors pour cette édition 2025, on a encore remodifié le parcours. On part du sud pour aller vers le nord. On a quelques talus en début de parcours. J'ai envie de vous dire, rien de bien méchant et absolument rien à voir avec ce qu'on avait eu en 2023. Alors effectivement, on va voir un vent de dos, on va dire, aller sur une grosse moitié de la course, mais pas un vent de dos non plus hyper soutenu, hein, du 14-15 km/h de moyenne, avec des rafales à 25-26. Donc pour moi, si vous voulez, pas un parcours et pas une météo pour véritablement réussir à créer un gros move. Alors pour les joueurs de Side Limit, voilà, échappée matinale, je vous le dis. Alors d'ailleurs, sur Side Limit, hein, vous le savez, chaque fois qu'on prend 5 abonnés sur Side Limit, on fait un tirage au sort pour vous offrir des cartes, des rewards. Donc le dernier tirage, c'était à 190 filleuls. Voilà, vous étiez 190 à être passé par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. Là, vous êtes 193. Voilà, donc dès que vous serez 2 de plus à rentrer sur Side Limit avec notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0, donc dès que vous êtes 195, on déclenchera un nouveau tirage au sort et je vous offrirai une reward sur Side Limit. Alors voilà, je suis pas dans le secret des dieux, mais Valentin m'a dit qu'il était juste pressé d'être à 2026, voilà, qu'il préparait des choses. Donc voilà. Donc bon, alors je sais pas du tout ce qui nous bricole notre ami Valentin, mais apparemment voilà, il va se passer comme chaque année, hein, il se passe des choses sur Side Limit évidemment. Donc coup tordu 0, voilà, dès que voilà, si on prend 2 abonnés, on fera un nouveau tirage pour vous offrir une reward dans le prochain podcast. Donc je reviens sur le parcours, donc échappée matinale. Donc je vous le dis, hein, pour les échappées matinales, parce que pour ceux qui connaissent pas Side Limit, hein, c'est un jeu de fantasy, hein, où on joue avec ses propres cartes. Ce qui est important sur Side Limit, ce qui fait marquer des points, c'est d'avoir ce qui s'appelle l'électron libre, hein, le mec qui va prendre l'échappée matinale. Et pour moi, faut aller du côté de la Bikehead, hein, la Bikehead qui est présente sur Side Limit, et Vince Dorn. Pour moi, on a le copain Léo Bouvier aussi qui est dans l'histoire, hein, qu'on avait reçu dans le podcast également. Mais pour moi, Dorn, je pense que pour l'échappée matinale, pour ceux qui ont sa carte sur Side Limit, moi je vous le dis, électron libre capitaine, hein, ça pour moi c'est validé. Voilà, je spoil un petit peu mon jeu, mais Dorn, voilà, en Ligue 1, voilà, Dorn, c'est clairement le mec à avoir pour l'échappée matinale sur ce Tour du Munster. Bon, du Roulian Borek également, hein, ça peut sortir aussi pour la Rumbe qui était il y a 2 ans sur Side Limit. Il y a encore des cartes qui traînent. Voilà, et peut-être, alors je sais pas, peut-être Marius Mayhofer. Voilà, peut-être pour la Tudor, Marius, mais bon, je pense quand même qu'on va plutôt, à mon avis, prêter allégeance à Alberto Dainese qui va courir l'une de ses dernières courses avec la Tudor. Donc, en théorie, on devrait plutôt garder Marius pour le train de la Tudor. Alors c'est vent de dos sur une grande partie du parcours. Après on va prendre du vent de côté et on va reprendre un vent de face quand même assez soutenu dans le final. Donc pour moi ça fait quasiment aucun doute, hein, à 99,95%. On va avoir un sprint et un sprint massif, notamment qu'on a des équipes il y aurait eu un autre temps, je vous aurais dit autre chose, mais bon, voilà, là je vois pas comment on peut y échapper, d'autant plus qu'on vient avec des équipes qui viennent équipées pour ça. On a 2 des 3 meilleurs sprinteurs du monde, on a Tim Merlier qui est dans l'équation, on a Jasper Philipsen, allez, on va dire 3 des 4 meilleurs sprinteurs au monde, on a Olaf Koy aussi qui est dans l'histoire.
Puis après, on a du Van Huyden, on a du Marijn van den Berg, on a du Jordi Meeus également pour la Red Bull. On a Mats Pedersen qui est dans l'histoire, Milan Fretin pour Cofidis, Arnaud Delis évidemment, Arnaud Delis pour la Lotto chez Israël. Bon, on vient carrément avec 3 sprinters, avec Einhorn, avec Vernon et avec Ackermann, Moschetti pour la Q36.5. Voilà, on a du Emilien Janière, Lucas Koubis, Alberto Dainese, j'en ai parlé. Donc voilà, bon, il n'y a pas de souci. La majorité des équipes en plus viennent pour un sprint. Donc on aura un sprint qui est pas véritablement technique, hein. On sera sur des routes assez larges, c'est assez droit, donc voilà, c'est plutôt vent de face. Donc il y en a beaucoup qui se disent si quelqu'un doit gagner, pourquoi pas moi. En plus voilà, ce sprint vent de face va ramener un petit peu pas mal de monde dans l'histoire. Alors j'ai envie de dire sprint vent de face, hein, même sans un grand train, on peut réussir véritablement à se démerder. Moi, le train qui me plaise plus dans l'histoire, c'est plutôt celui des Alpecin, hein. On vient avec Price Petersen, avec Jonas Rickart, donc du Plancart, avec à la pointe Jasper Philipsen. Alors c'est pas la Dream Team, hein. On n'a pas Van Der Poel, on n'a pas Riesbeck, mais voilà, on a quand même une belle équipe du côté de chez Alpecin, un petit peu la même du côté de la Soudal, hein, avec Tim Merlier, Yves Lampart, voilà, on a de quoi faire du côté de la Soudal. Le train qui me plaît le moins, c'est celui de la Visma, Christophe Laporte, hein, qui est toujours en phase de reprise. On a Vermote et puis après on fait monter des jeunes de la Conti. Alors il y a des bons jeunes, hein, avec notamment Ugleus qu'on avait vu sur le dernier tour de la République tchèque, mais surtout Niklas Berhens, qui lui il monte pas de la Pro Team, hein, il est déjà dans l'équipe World Tour, qui a fait un très très bon tour de Slovaquie avec un top 6, un top 7 et un top 4. Bon, voilà, après ils viennent qu'à 6. Je sais pas si ça sera suffisant véritablement pour le train d'Olaf Koy. Donc si je répartis, si vous voulez, un petit peu mes mises, je pars. Donc voilà, pour moi, Tim Merlier, c'est 50% de chance de gagner. En plus, Tim Merlier a une véritable motivation parce que ça va être sa dernière course avec le maillot de champion d'Europe. Donc voilà, il y a eu tout un article sur le site de la Soudal. Bon, visiblement, c'est quelque chose d'important pour lui, voilà, d'essayer de scorer une dernière fois avec ce maillot de champion d'Europe. Donc je mets un petit 50% de chance, si vous voulez, pour Tim Merlier. Après, Jasper Philipsen, c'est sa reprise après la Vuelta. Jasper, il y a souvent un petit temps de phase de reprise. Quand il arrête comme ça un petit moment, c'est pas forcément le moment où il est le plus performant. Donc après, je répartis, si vous voulez, un petit peu les pourcentages entre Philipsen et Olaf Koy. Donc je leur mets à peu près chacun un petit 17,5% de chance de gagner, à la fois pour Koy et à la fois pour Philipsen. Et après, le reste, je le répartis un petit 10% pour Arnaud Delis, si vous voulez. Pour moi, pour Arnaud Delis, alors il est dans la forme de sa vie, hein, évidemment, Arnaud Delis. En sprint plat, il a jamais été aussi fort, mais pour moi, le parcours me semble un peu trop facile. Arnaud Delis, il a besoin de casser les jambes des autres sprinteurs en amont pour véritablement réussir à faire quelque chose. Même si du côté de la Soudal, on vient bien équipé, hein. Notamment Milan Menten, Brent Van Moer. On a de quoi faire du côté de la Lotto, Donc voilà, mais pour moi le parcours paraît quand même pas suffisamment compliqué pour casser les jambes des 3 gros sprinteurs. Et puis après le reste, c'est un peu réparti avec du Jordi Meeus, avec du Matteo Moschetti. C'est moins de 5% et l'échappée matinale moins de 1% dans l'histoire. Donc pour moi, petite value, si vous voulez, sur notre ami Tim Merlier. Les cotes sont à 2,25, donc comme je le mets à 50% de chance, ça a été sorti sur le Bookref à 2,50, ça c'était très value. Bon, 2,25, pour moi il y a une petite value. Voilà, petite value sur la victoire de Tim Merlier. Donc ça sera 0,1% de bankroll en appliquant la formule des probabilités d'occurrence que vous connaissez à connaître maintenant. 0,1% de bankroll et une cote à 2,25 pour la victoire de Tim Merlier. On se retrouvera peut-être demain, je l'espère. Je ferai le max pour le Giro dell'Emilia, pour un nouvel épisode du Coup Tordu, et peut-être samedi soir également pour les championnats d'Europe. Voilà pour ce Coup Tordu, les amis. Je vous rappelle que vous retrouvez Thibaut sur son compte Twitter, Thibaut Chambre, ses previews sur le site Vélo Futé, et Enzo également sur son site The Big Gear, et sur Twitter c'est Analyste Phoenix. Et puis comme d'hab, toujours un plaisir d'échanger avec vous, et on se retrouve très très vite pour un nouveau Coup Tordu. Ciao les amis.